L'histoire des sciences a sans doute été l'un des domaines de l'histoire les plus profondément renouvelés en ces 30 ou 40 dernières années. À côté de l'histoire des institutions scientifiques, à côté de l'histoire des théories scientifiques ou de l'épistémologie historique à la française, celle de Coiré, Canguilhem, Foucault, les science studies, les études des sciences, ont proposé des perspectives nouvelles. Dans ces perspectives, la production des savoirs scientifiques n'est jamais séparée de ces conditions de possibilité, donc des lieux où est exercé le travail de découverte, des instruments ou des machines qui le rendent possible, des pratiques, des gestes des savants ou des formes de publication et de circulation des résultats. Un questionnaire original s'est ainsi construit au fil des décennies et au fil des travaux. Il a déplacé l'attention sur les relations entre savoir et savoir-faire, sur les liens noués entre les sciences, les guerres, les pouvoirs économiques ou politiques, ou encore sur les rencontres entre les sciences occidentales et les connaissances sur le monde naturel présentes dans les territoires découverts, colonisés ou dominés par les Européens. Un ouvrage en 3 volumes dresse le bilan, évidemment provisoire, de ces perspectives nouvelles. Dirigé par Dominique Pestre, publié par les éditions du Seuil, il a pour titre « Histoire des sciences et des savoirs ». Chacun de ces tomes a eu ses propres maîtres d'œuvre. Stéphane Van Damme pour le premier, De la Renaissance aux Lumières, Kapilraj et Otto Seebohm pour le second, Modernité et globalisation, un volume voué à un long XIXe siècle qui commence dans le dernier tiers du XVIIIe et s'achève avec 1914, la Première Guerre mondiale, et Christophe Bonneuil et Dominique Pestre lui-même ont été les maîtres d'œuvre du 3e volume intitulé « Le siècle des technosciences » à partir de 1914 jusqu'à aujourd'hui. Dans ce second débat d'histoire du Collège de France, qui, comme le premier, sera émis sur le site du Collège à partir du début du mois de janvier, dans les premiers jours, donc dans ce second débat d'histoire, je voudrais présenter cette grande entreprise, au total près de 1500 pages et 69 auteurs, si j'ai bien compté, en compagnie de 2 de ces artisans, Dominique Pestre et Kapilraj, qui tous 2, je le rappelle, sont directeurs d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, Dominique Pestre, on peut commencer évidemment par le plus évident, la page de titre, « Histoire des sciences et des savoirs ». Pourquoi avoir choisi ce titre? Et immédiatement, la question qui vient à l'esprit, comment est-ce que l'on pense et la différence et les relations entre les 2 termes, les sciences, les savoirs? Avant de répondre sur le lien entre les 2 termes, je pense que le titre a comme fonction d'attirer l'attention du lecteur. C'est-à-dire par rapport à toutes les autres histoires. C'est vrai que c'est une différence. Nous ne faisons pas simplement histoire des sciences. Les presses de Cambridge publient une histoire des sciences. René Taton, autrefois en France, avait une histoire générale des sciences. Donc c'est délibéré. C'est évident que ce n'est pas un accident. Nous voulons attirer l'attention sur quelque chose. Alors, probablement, ça veut attirer l'attention sur le fait que le mot « science », comme il est couramment utilisé, couvre des choses extrêmement différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément l'évidence d'un singulier. Il y aurait la science, et puis il y aurait le reste. Au cours du temps, on voit bien que cette chose se définit très différemment. Je pense qu'il y a des pratiques différentes. Après tout, on peut se demander, entre Linné et Newton, quel est le point commun, par exemple? Quel est le point commun entre la sociologie aujourd'hui et ce qui se passe au CERN? On voit bien qu'il y a des pratiques qui sont différentes, et en plus s'associent au mot science des valeurs très fortes. C'est-à-dire, c'est des valeurs de vérité. C'est scientifique, ça veut dire ceci est vrai, et si vous dites le contraire, ce n'est pas vrai. Donc c'est une forme d'assurer une autorité. C'est une posture morale. Très souvent, la science, moi qui connais bien l'entre-deux-guerres pour avoir travaillé sur ce sujet, Louis de Broglie explique toujours que la science, c'est une activité morale, par exemple. Donc voilà, il y a d'abord tout ça, il y a ce que vous avez dit, c'est-à-dire que la science n'est pas séparée, c'est pas une chose dont on pourrait faire le tour. On aurait une chose qui s'appellerait la science, on pourrait la définir, puis on pourrait faire le tour. C'est organiquement lié, comme vous l'avez montré, aux pratiques politiques, aux pratiques économiques, et surtout aux pratiques techniques.
Alors, par exemple, ce qui frappe énormément dans le premier et deuxième volume, c'est la place du commerce dans la fabrication des histoires naturelles, de la philologie. C'est-à-dire que c'est le transport des objets, des spécimens, etc., leur stockage et leur reformatage pour la vente à Amsterdam ou ailleurs, fait que c'est dans ces lieux de transit du commerce et de reconfection des produits du commerce, c'est là où se trouvent les sources du nouveau savoir. Donc les dépendances sont extrêmement grandes. Et puis je pense que ça voulait dire aussi, ce que vous avez très bien souligné, c'est qu'il y a des continuités à notre avis. On ne peut pas faire une barrière, il y aurait science, puis à un moment donné, tac, on passerait à autre chose. Il y a des continuités. Il vaut mieux penser, nous préférons penser des continuités avec les savoirs populaires, avec les savoirs artisans, avec les savoirs ingénieurs et de production, avec les savoirs des ONG aujourd'hui sur l'environnement, et bien sûr dans la rencontre depuis les grandes découvertes avec d'autres types de savoirs. Donc ça tient surtout à signaler que nous ne marquons pas qu'il est évident que nous pourrions définir la science. Alors, d'ailleurs, dans le livre, en particulier dans le tome 2, qui a été co-dirigé par Capilrage, deux auteurs, Otto Seebohm et cité Lauren Daston, ont introduisent une perspective historique sur cette distinction. Et je cite cette citation faite par Otto Seebohm d'un texte de Lauren Daston. La distinction entre le savoir scientifique et d'autres types de savoir a été historiquement reflétée, donc construite, reflétée, traduite dans la distinction sociale entre ceux qui pratiquent un travail intellectuel et ceux qui pratiquent un travail physique, et au moins depuis le XVIIIe siècle, dans une distinction culturelle entre des terres ayant une science moderne, pour la plupart en Europe occidentale, et celles n'en ayant pas, c'est-à-dire le reste du monde. Alors vous avez mis à profit cette historicité de la distinction qu'a rappelé Dominique Pestre dans la réflexion, en particulier dans ce second volume, qui va, je le rappelle, la fin du XVIIIe jusqu'à la Première Guerre mondiale. Oui, ce que je préfère dire de la Première Guerre mondiale à la Grande Guerre, parce que le seconde moitié ou le second tiers, le dernier tiers du XVIIIe siècle, c'est en fait marqué aussi, s'il faut le marquer par un événement, un symbole, c'est quand même la fin de la guerre de 7 ans. Qui a été une première avec des terrains distribués en exactement, de redistribuer les cartes et aussi les équilibres, pas seulement pour l'Europe, mais aussi au niveau du reste du monde, assez indépendamment de l'Europe occidentale. Par exemple, la chute de l'Empire moghol, qui a lieu à peu près en même temps, une dizaine d'années après, une vingtaine d'années après, l'expansion russe vers l'Est, l'entrée en tension entre les Ottomans, les Russes et les Japonais, donc, et aussi, c'est-à-dire le rééquilibre ou le changement de focus, où l'Atlantique n'est plus le domaine des concurrences, mais en fait, la scène internationale passe à l'océan Indien. Donc, il y a quand même un chamboulement. Oui, Par contre, il faut revenir à cette question. Non, mais on reviendra, vous avez raison de commencer avec cela, parce qu'une des grandes originalités du livre, c'est justement cette dimension appelée tantôt globalisation, mondialisation, dans le premier, le deuxième volume, et pas évidemment dans le troisième. Et donc, c'est une originalité sur laquelle on pourra revenir. Mais du coup, cette relation entre cette mondialisation des sciences, elle a pu être pensée à travers la distinction entre science et savoir, comme si, évidemment, les sciences c'était l'Europe, les savoirs c'était les autres. Oui, c'est-à-dire que là, notre position, à nous, historiens, qui ont dirigé et qui ont participé à ce volume, a été en fait de ne pas nous maintenir cette distinction, d'être neutre là-dessus, mais de voir comment les acteurs eux-mêmes, et c'est ça aussi la citation de Lauren Daston,
Qu'est-ce qui se passe à partir du XVIIIe siècle? Comment est-ce que les acteurs séparent leur activité intellectuelle, scientifique, de l'activité des autres qui est non scientifique? Et c'est ça que nous étudions, mais sans, pour nous-mêmes, croire à cette position, de prendre cette distance et justement de dire ce que Dominique était en train de dire, c'est-à-dire science et savoir. Ce n'est pas à nous de faire cette distinction. Il y a un continuum. Alors, mais il faut... Oui, mais Dominique Pest, ça pose quand même un problème parce que dans ces livres, ce ne sont pas tous les savoirs du monde, si j'ose dire, qui sont traités. Donc vous avez bien établi dans cette relation entre science et savoir le fait d'inclure dans l'analyse un certain nombre ou type de savoir et pas tous les savoirs, puisque le savoir, il est à tout moment dans toutes les pratiques sociales de tous les individus. Alors, quels sont d'une part ces savoirs qui vous ont paru en lien avec un autre savoir que l'on appelait scientifique, et d'autre part, quels sont ceux que, tout en considérant que ce sont des savoirs, n'entraient pas dans votre projet qui aurait pu risquer de glisser vers ce que vous avez appelé une fois une histoire totale dans laquelle il n'y aurait plus de frontières. Oui, non, c'est un problème objectif que nous rencontrons. Donc, a priori, nous n'avons pas de réponse en théorie à ça. Il n'y a pas de réponse qui dirait, voilà à nouveau où je vais mettre la barrière. Nous ne fixons pas la barrière. C'est-à-dire qu'il y a des rencontres et les acteurs fabriquent de façon pragmatique ou idéologique, comme on veut. Ils fabriquent des différences. Il y a eux et nous, etc., à différents niveaux. Nous, voilà. Donc nous essayons surtout de comprendre comment s'est construit le fait que nous sommes convaincus qu'il y a bien la science. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Alors maintenant, concrètement, pour répondre à votre question, a priori, nous essayons d'être le plus ouvert possible. Par exemple, il était prévu dans le premier volume un chapitre sur la théologie. Théologie et la nouvelle science. Bon, pour des raisons, comme il arrive parfois dans ce genre d'entreprise, le papier n'est jamais arrivé, il était toujours promis, et à la fin, il y a eu un silence radio et on n'a jamais eu le papier. C'est très dommage, parce que pour nous, c'est très dommage. Nous étions intéressés par un chapitre sur la théologie. Mais par exemple, nous avons aussi un chapitre sur l'histoire dans la Chine du XVIIe siècle. On peut discuter cet article, mais nous souhaitions par là attirer l'attention sur un autre type de savoir ailleurs. Voilà. Donc, a priori, il n'y avait pas de limite, mais concrètement, nous nous sommes quand même intéressés à des champs. Et là, c'est un point qui est très juste que vous soulignez toujours dans nos débats, c'est que nous avons insisté sur les savoirs qui étaient portés par d'autres et qui rencontraient un certain nombre de savoirs portant sur des choses ayant une prise sur le monde, c'est-à-dire la navigation, c'est-à-dire les plantes, c'est-à-dire la pharmacopée, c'est-à-dire voilà, les savoirs pratiques, les savoir-faire, c'est-à-dire comment tout ce qui est autour, qui innerve ce qu'on définit habituellement comme science et qu'on masque. C'est surtout dans cette périphérie-là que nous avons circulé. Mais en principe, nous étions intéressés à ouvrir largement. Et donc, symboliquement, nous voulions un certain nombre d'articles relativement ouverts sur des choses dont, a priori, on se dit, pourquoi parler de la théologie? Et à notre avis, s'il fallait bien parler de la théologie, c'est que comprendre l'ancien régime des savoirs, ou l'ancien régime des sciences et des savoirs, requérait que nous parlions de la théologie. Ce qui pouvait ouvrir aussi une voie qui est traitée de quelquefois, c'est-à-dire, comme le suggérait à l'instant Capilrage, de revenir non seulement aux perceptions des acteurs eux-mêmes, mais aussi à leur vocabulaire. Et à partir de ce moment-là, que la scientia, elle peut couvrir des savoirs théologiques qui ne sont plus, ou même exclus, de la science au sens où nous l'entendons. Voilà, ça reste tout de même un problème, et je voudrais vous dire un peu la surprise, peut-être de la mienne, mais aussi celle d'autres lecteurs. On a été habitué à l'idée qu'au XVIIe siècle existe une révolution scientifique. C'est une expression qui est devenue classique. Cette révolution scientifique a souvent été liée dans l'histoire des théories scientifiques à ce qu'on appelle le paradigme galiléen. La nature est écrite more geometrico, à la manière géométrique. Le langage qui permet de la comprendre, c'est le langage de la mathématique.
Et d'autre part, avec des travaux qui sont très présents dans ce livre, puisque des auteurs comme Simon Schaeffer, Stephen Shapin sont des collaborateurs, on a pu proposer, mais toujours dans le XVIIe siècle, une vue alternative ou déplacée, décalée de ce paradigme galiléen, avec une attention portée sur la science expérimentale qui implique toute une autre série de contrôles. C'est plus l'évidence seulement de la déduction mathématique, c'est les contrôles sur la réplication des expériences et les manières de les valider, qui peut faire entrer évidemment la mathématisation. Alors donc, il y a ce savoir-là qui peut exister. Or, la révolution scientifique n'est pas, de ce XVIIe siècle, n'est pas traitée en tant que telle dans aucun chapitre. Certains auteurs on a l'impression qu'ils y croient plus que d'autres. Alors, comment vous avez négocié avec ce savoir plus ou moins déjà présent de la révolution scientifique votre approche qui déplace et qui décale les intérêts? D'abord, un petit point général, c'est une question assez délicate et compliquée, et on va avoir des avis assez différents. Nous sommes tous les 70 auteurs ne diraient pas forcément exactement la même chose. C'est bien, c'est la vie, ça fait partie des choses dont il faut débattre. Alors, moi, ce que je dirais, c'est ceci, c'est que ça dépend beaucoup des définitions, de qu'est-ce qu'on entend, de quoi est chargée l'expression « la révolution scientifique », de quoi elle se charge au moment où on en parle. Je pense que c'est ça qui est plus en jeu qu'autre chose. C'est-à-dire, si on veut dire qu'il se passe quelque chose d'extrêmement décisif au début du XVIIe siècle en Italie, ou qu'il se passe quelque chose d'extrêmement important à Londres ou à Cambridge à la fin du XVIIe, ou qu'il se passe quelque chose d'extrêmement important à Paris à la fin du XVIIIe, ou alors qu'il se passe quelque chose de décisif à Berlin en 1900, ou qu'il se passe aujourd'hui quelque chose de décisif dans la Silicon Valley. Si on dit ça, alors oui. Je veux dire, personne, je pense, aucun auteur, ni nous bien sûr, n'avons le moindre doute que là se passe quelque chose d'important. Mais si de là on dit en conséquence il y a eu la révolution scientifique ou une révolution scientifique, c'est un saut important. Donc ce sur quoi nous voulons insister, c'est qu'il ne fait pas de doute que ce qui se joue autour de la mathématisation et de l'expérimentation, qui ont été plus ou moins mis, suivant les auteurs, dans la révolution scientifique ou pas. Ceci est une chose décisive qui se passe au XVIIe. Ce n'est pas quelque chose qui ensuite se développe, je dirais, de façon naturelle, et qui donnerait la thermodynamique. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'on avait cette notion, que Kuhn introduit cette notion de deuxième révolution scientifique. Il veut dire par là, si lui croit à la première, mais s'il y en a, il faut que j'en introduise une deuxième, c'est-à-dire une autre manière de prendre les choses. C'est pas simplement l'application du même, l'expérience plus la mathématique. Il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte. Donc, mais le point qui nous semble important à nous, je crois, c'est que si nous prenons statistiquement, on va dire, ce qui se passe, prenons tous les érudits, tous les savants, tous ceux qui produisent du savoir dans des espaces comme les académies locales, etc., au XVIIe, au XVIIIe. Mais massivement, c'est pas ça qu'ils font. Ils font de l'histoire naturelle, ils font de la géologie, ils font des tas de choses comme ça. Et donc, nous voulons aussi redonner leur place pleine et entière à tous ces autres savoirs qui ne sont pas ces savoirs physico-mathématiques, d'accord, qui sont massifs et qui sont ceux pour lesquels la rencontre sur les territoires colonisés, contrôlés de l'Empire, vont être les plus intéressants parce que ceux-là vont être négociés, discutés, etc. Donc, si vous voulez, c'est en ça, je veux dire, que nous n'achetons plus l'expression « la révolution scientifique » avec ce qu'elle tente à charrier, ce qui ne veut pas dire que nous nions qu'il se soit passé des choses évidemment décisives, par exemple au XVIIe, autour de la mathématisation et de l'expérience. Alors dans votre volume, Capérage, on est dans le monde de la seconde révolution scientifique. Alors quelle est votre approche de la première ou de la seconde? Puisqu'ici, on suppose qu'il y a une seconde, il faut penser qu'il y en a eu une préalable. Une préalable. Alors d'abord et avant tout, c'est-à-dire que l'expression la seconde révolution scientifique est due à Kuhn, et qui est aussi supposé marquer une rupture par rapport à une période passée, c'est-à-dire le XVIIe et un XVIIIe siècle, parce que pour lui, il le place à la fin du XVIIIe, pendant l'âge des révolutions, et pour lui, cette seconde révolution scientifique est liée à
une révolution industrielle et le lien entre la science et l'industrie. Mais aussi dans le domaine scientifique, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un changement des approches fortes. Tandis que nous prenons une distance par rapport à cela. D'abord, nous pensons que la première révolution scientifique est une invention du XXe siècle pour distinguer justement l'Occident ou l'Europe du reste du monde. C'est une façon de le faire, mais en fait, nous prenons une autre position. Nous n'allons pas rentrer dans ce débat-là. Ce n'est pas le lieu, et c'est ni le lieu ici même, ni en fait dans notre volume. Donc nous avons pris une distance par rapport à cela en s'appuyant sur une autre notion qui a été une notion fabriquée plutôt par un historien de l'économie, Jan de Vries, qui parle justement pas d'une révolution industrielle qui est un événement à un moment donné, une rupture, mais ce qu'il appelle la Industrious Revolution, la révolution industrieuse, qui est un processus qui débute quelque part au début du XVIIe siècle et qui continue jusqu'à la fin du XIXe. Mais en fait, c'est tout un processus qui a des racines, des lieux très variés et en fait qui transforment la société, qui transforment les relations, mais dans un long processus. Et c'est cela que nous avons voulu étudier. C'est cette manière de contourner la question d'une révolution, d'une seconde révolution scientifique. Bien entendu, il y a un auteur, quand même, malgré tout, qui utilise ce terme, et comme disait Dominique, nos auteurs, en fait, expriment leur position. Ça correspondait à la première déclaration sur l'idée qu'on est plus sûr de la stabilité, de l'univocité des choses. Exactement. Donc c'est traduit dans le volume lui-même. Dans le volume même, c'est-à-dire que ça, on l'assume aussi en même temps. C'est cette partie-là. Mais globalement, c'est-à-dire la plupart des auteurs ont quand même respecté cette façon de voir la chose, c'est-à-dire plutôt comme un processus dans une durée, et de voir ce qui se passe au début et ce qui se transforme, quelles sont les transformations à la fin d'une période donnée. Alors on peut venir à ce que vous aviez déjà suggéré, Capilrage, c'est-à-dire qu'une des dimensions très originales du livre, c'est à partir de la discussion, de la récusation, de la coupure absolue entre les savoirs des uns considérés d'ailleurs comme des savoirs inadéquats et la science des autres, les Européens, comme puissant instrument de compréhension. On est dans deux des volumes qui emploient les termes de globalisation. C'est le titre du second volume, avec modernité et globalisation, ou mondialisation, c'est la troisième partie du premier volume, mondialisation des sciences et des savoirs, point d'interrogation. Donc je crois, Dominique Pestre, que cela renvoie aussi au fait que ces volumes sont de l'histoire des sciences et des savoirs, mais que vous avez toujours voulu les lier avec des innovations, des propositions historiographiques qui portent sur d'autres domaines. Et en particulier ici, le temps contemporain qui a multiplié l'histoire des rencontres, des connexions ou des hybridations. C'était la volonté de faire aussi situer le projet dans ce contexte-là. Oui. Il est certain, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, nous sommes probablement, Capil et moi, et puis la plupart des intervenants de ce volume, nous avons été liés d'une façon ou d'une autre à cette autre manière de prendre la question des sciences qu'on va mettre sous l'étiquette études sociales des sciences, études politiques des sciences, etc. Bon. Donc nous appartenons tous à ce monde, mais nous qui l'avons vécu, puisqu'on a quand même un certain âge tous les deux, nous qui l'avons vécu, on sait bien qu'à la même époque se sont passées des tas de choses de façon générale dans les sciences sociales. Ça a été, et dans le monde, je dirais, social-politique. Les études féministes se construisent exactement dans les années 70 en même temps. Et on sent bien qu'il y a des similitudes dans l'inquiétude de certaines notions. Hein, bon, si nous prenons les études
subalterne, elle commence à la même époque. Si nous prenons ensuite le mouvement études coloniales, néocoloniales, donc, il y a toute une série, tout un mouvement chez les historiens ou en périphérie qui nous a directement intéressés. D'une certaine façon, même la microstoria italienne, elle est très très proche, elle est même de ce que nous avons fait dans les années 70. Donc, à la fois, tout ceci est là. Et puis, il y avait, évidemment, et cela nous préoccupe, puisque pour nous qui essayons de penser ces phénomènes de construction de savoir à une échelle planétaire, tous les travaux récents sur les histoires connectées, l'histoire globale, les phénomènes de globalisation, moi qui suis un spécialiste du XXe siècle, c'est évident que ça nous occupe comme sujet même permanent. Quelle est la nature de la globalisation dans laquelle nous sommes maintenant? Ces travaux-là nous importaient. Donc, il fallait, pour nous, c'est des choses qu'il fallait intégrer pour faire une histoire plus intéressante des sciences et des savoirs. Et alors, du coup, ça se traduit par des objets qui sont traités dans tous les tomes. Mais par exemple, cette idée de réseau savant qui implique des territoires différents et qui peuvent être, vous l'avez rappelé par votre évocation du commerce, qui peuvent être liés à des présences qui ne sont pas immédiatement savantes, mais qui sont des savoirs nécessaires pour la mission. Et pour les compagnies de commerce du XVIIe siècle, hollandaises, anglaises, ou au XVIIIe, les grandes expéditions scientifiques des académies. Mais alors du coup, Capilage, ça entraîne, puisqu'on est dans la rencontre entre des cultures, des territoires, des populations, et puis des Européens qui ont besoin de savoir. Alors certains ont besoin de savoir parce que c'est des savants, et les autres ils ont besoin de savoir pour leur propre pratique de conversion ou de commerce. Ça entraîne le fait qu'on esquisse une sorte de typologie entre ces rencontres. Et vous voulez mettre en garde contre deux extrêmes, l'un qui consisterait à penser qu'il faut les penser qu'à travers l'imposition et la domination européenne, et l'autre qui peut-être est une tentation de ces dernières années, qu'il faut toutes les penser à travers les idées du métissage, de l'hybridation et des rencontres. Et c'est dans cet espace entre les deux que vous avez situé des études de cas et qui permettent une typologie. Vous pouvez la rappeler? Oui, c'est-à-dire que, bon, effectivement, surtout le 19e siècle, parce que le 18e et les siècles d'avant, en fait, les pratiques qu'on pourrait appeler scientifiques européennes, ou des savoirs, en fait, des pratiques savantes, disons-le comme ça, européennes, n'étaient pas si différentes. Bon, qualitativement, elles l'étaient. Mais en fait, dans la réalité, c'était toute une série de pratiques qui étaient quand même circonscrites spatialement, localement, et les pratiques de la région qu'on appelle aujourd'hui l'Europe, il y en a plusieurs, diverses, ont figuré parmi plein d'autres pratiques. Au 19e, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a une montée hégémonique de l'Europe et le volume reflète quand même cela aussi, c'est-à-dire la majorité des articles, des chapitres traitent en fait de l'Europe, tout en traitant aussi l'expansion européenne des lieux autres qui sont inclus, les institutions autres, même les articles sur l'inventorier et la terre parlent justement des compagnies de commerce et leur rôle. Mais en fait, nous avons voulu quand même choisir des exemples qui venaient d'ailleurs aussi, et de voir comment est-ce que ce sont les cas tout simplement des récepteurs dans un modèle diffusionniste, ou bien est-ce qu'il y a hybridation tout simplement. Alors vous avez donné un essai où effectivement on voit une rencontre et qui produit ce que vous décrivez comme des innovations scientifiques ou techniques qui n'ont de précurseurs dans aucune des deux cultures, ces deux cultures étant le cas de l'Inde coloniale, c'est-à-dire la culture européenne, mais plus particulièrement britannique, et la culture indienne. Oui. Donc ça, c'est un cas dans lequel quelque chose se crée, qui est créé par la rencontre. Par la rencontre,
mais qui n'est pas non plus une hybridation, c'est-à-dire qu'il y a une nouveauté, une surprise qui se crée. Donc, déjà, une séparation, mais nous avons essayé de prendre d'autres cas, 2 autres cas. Un cas, le Japon, qui est réputé toujours dans la perspective de la révolution ou de l'ouverture des Meiji, comme étant en fait les portes ouvertes à une réception, à la diffusion de la science américaine, surtout, ou anglo-américaine. Et donc, une occidentalisation de la Chine. Du Japon. Du Japon, excusez-moi. Un lapsus. Non, mais alors l'autre cas, c'est la Chine, effectivement. C'est la Chine aussi, effectivement. Alors, mais bon, nous n'avions pas la place de tout prendre, donc nous avions pris 3 exemples. Le Japon, justement pour montrer que ce n'est pas tout à fait comme cela que ça se passe, c'est-à-dire qu'il y a, comme dit Kenji Ito, l'auteur de cet article, il y a ce qu'il appelle une appropriation intelligente qui va regarder dans un menu à la carte ce qu'ils vont prendre, ce qu'ils ne vont pas prendre, dans en fait une reconnaissance de la performativité de cette science et ses liens avec le gouvernement. En fait, son efficacité quelque part, et puis ils vont choisir à l'intérieur de toute une possibilité et adapter les choses. Donc, encore une façon de ne pas penser la diffusion. Avant tout, nous ne voulions pas non plus substituer un modèle par un autre modèle, mais d'examiner en fait différents cas, parce qu'une des choses que Dominique a peut-être dit au départ, c'était que nous pensons par cas, au lieu de proférer et de mettre les grands modèles. Le troisième, en fait, et ce qui est peut-être le plus surprenant, nous avons pris le cas d'un pays qui aujourd'hui est considéré comme faisant partie de l'Occident. Quand nous parlons de la science occidentale, c'est les États-Unis, l'Amérique du Nord fait partie de ce monde-là. Mais au XIXe siècle, il fallait aussi rappeler que les États-Unis n'en faisaient pas partie. Justement, c'était un autre qui se constituait comme un autre, mais qui était connecté en même temps au monde européen, tout comme le Japon et l'Inde, mais qui se distinguaient en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait tout un travail, une fabrique de distinction, et cette fabrique de distinction passe justement aussi par les spécificités de leur approche, ou la place, par exemple, selon Joyce Chaplin, de la race, des théories raciales qui fondent cette différence entre les deux, l'Europe et eux, justement. Mais relisant cela, peut-être, Dominique Pérez, est-ce que vous êtes plus sensible dans ces 3 modèles, effectivement, ce modèle où se crée quelque chose qui n'a pas de précurseur dans les cultures qui se rencontrent, culture de savoir, un modèle dans lequel finalement il y a une hégémonie de la science occidentale, dans ce cas américaine, qui va s'imposer, et c'est le très bel article effectivement sur le Japon Meiji, montrant que ce qu'a produit l'Occident, c'était non seulement cette imposition de sa science, mais c'était les conditions, ce que l'auteur appelle les zones de combat, qui ne pouvaient être résolues que par cette science. Et puis le cas où il y a à la fois une autonomie de lieu de production de savoir, comme dans les colonies américaines, le rôle de Philadelphie, ou en même temps une situation très asymétrique entre les savoirs et les connaissances en place, par exemple chez les Indiens d'Amérique du Nord, et puis la science occidentale. Alors, avec cet éventail de situations, est-ce que vous seriez plus tenté à renforcer l'idée que la rencontre produit quelque chose qu'on peut appeler de collaboration
presque avec tous les sens du mot, c'est-à-dire lorsqu'elle est forcée ou lorsqu'elle est bienveillante, ou est-ce qu'on n'est pas aussi, avec ces livres, peut-être paradoxalement par rapport au projet de départ, devant les réticences, les résistances, ce qu'on a pu appeler en histoire de l'art les immunités. Dans le premier volume, Romain Bertrand montre que le monde insulindien a ses propres réseaux scientifiques de circulation et ne tient que très marginal les apports de la science occidentale. Les essais sur la Chine montrent aussi qu'à part, évidemment, nos jésuites français qui vont dans le tribunal des mathématiques, on peut faire écrire le chapitre entier sans jamais mentionner le moindre effet de la science occidentale. Alors, qu'est-ce qu'il emporterait dans votre regard aujourd'hui ? Je déplacerai le regard en disant c'est pas la même chose de parler du 17e et du 19e. Entre-temps, il s'est passé quelque chose de très important et donc les situations ne sont pas... Des révolutions. Disons une révolution dans la géopolitique et les pouvoirs. Si c'est cette révolution-là, oui, c'est celle-là. Donc, effectivement, dans le premier volume, on s'est encore plus ouvert que ce que dit Capil. Capil parle bien du 19e. Oui. C'est encore plus ouvert dans le premier volume, parce que là, l'ignorance est une stratégie. C'est même pas une stratégie, c'est simplement qu'est-ce que sont ces quelques Européens qui sont là, qui sont complètement marginaux. Alors, la situation peut déjà changer à la fin du 18e, quand les Anglais sont à Calcutta, parce que cette fois, on est déjà dans des rapports de force militaire, de présence sur le territoire, de capacité de contrôle, qui changent l'obligation ou la possibilité de ne pas tenir compte de la présence du nouveau venu. Donc, je pense qu'on a toute une gamme qui va de l'ignorance jusqu'à la soumission, mais le facteur temps est important. Si on reprend la théorie de la grande divergence, on va dire au 19e, il est évident. Après tout, vous pouvez noter sur qu'est-ce qu'a choisi qu'est-ce qui est l'illustration qui accompagne le texte sur le Japon. C'est bien les bateaux noirs, c'est-à-dire c'est bien la marine de guerre américaine. C'est bien ça qui est le dispositif qui fait que eh bien, les Meiji se comportent comme ils se comportent. Donc, on n'est pas dans comme disaient mes enfants, on n'est pas dans les bisounours, hein. On est dans une histoire un peu plus dure que ça. C'est pas simplement la rencontre tous ensemble, ou alors c'est la collaboration dans tous les sens, comme vous avez très très bien dit. Donc moi, je ferai cette différence-là, c'est-à-dire que on n'est pas du tout dans la même situation. Jusqu'au 18e, dans la fin du 18e, peut-être même le début du 19e dans certains cas, on n'est pas dans la même situation. Après, ça change. Il y a cette grande divergence temporelle, je pense qu'il faut la prendre en compte. Puis ensuite, il y a ce qu'a dit Capil, c'est-à-dire c'est pas pareil d'arriver dans une société indienne ou chinoise extrêmement dotée en qualité de savoir que d'arriver dans l'intérieur de l'Afrique au milieu du 19e. La situation est complètement différente. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'être sur ce qui n'est pas. Les savoirs strictement physico-mathématiques qui ont symbolisé la révolution scientifique dont on parlait au tout début. Si on sort de ça et qu'on parle de l'immensité des autres savoirs qui se négocient, on a une très grande variété. Il n'y a pas de typologie. Par contre, il y a un facteur temps dont je crois, et un facteur de différence des situations locales au moment où ces Européens arrivent, qui fait que les choses comptent. Et puis, vous avez évidemment, dans la première période, ce que dit Antonella Romano, etc., il n'y a pas que les Européens qui sont nouveaux. La circulation, elle opère directement, indépendamment d'eux aussi. Donc, voilà, moi, je répondrai un peu de cette façon. Nous avons souhaité ouvrir. Il y a une grande différence, c'est pas par hasard, entre le premier volume, le deuxième volume et le troisième volume quant à cette question, parce qu'à ce moment-là, on est encore dans un tout autre registre. C'est-à-dire que nous, sur le XXe siècle, nous avons bien un chapitre qui porte sur l'Inde aussi. Parce que symboliquement, c'était extrêmement intéressant. Mais comment on passe de la colonie à la thématique du développement, c'est-à-dire l'idée même du développement. Qu'est-ce que c'est le développement comme idée, qui est une idée de progrès scientifique? Le développement passe par l'importation, mais à ce moment-là, absolument pas discuter. L'importation massive de tout ce qui se fait en Occident. Alors on a aussi un chapitre sur la Chine, parce que cette fois, c'est une autre stratégie, puisque pour des raisons, le communisme, etc. Donc ce qu'on veut dire, c'est que il n'y a pas une réponse, mais la question que vous avez posée de qu'est-ce qui se passe dans la rencontre et en quoi cette rencontre n'est pas une affaire de bisounours, mais qu'elle est prise dans des rapports de force qui évoluent largement au fil du temps et que ceci détermine très largement les stratégies que le plus faible prend. Il peut ignorer, mais à un moment, il peut plus ignorer.
C'est ça que nous voulions mettre en évidence. Je crois que c'est important et on le voit, pour clore sur ce point, effectivement, dans le rapport qui est établi entre la science et l'impérialisme, et qui est établi de manière subtile. Bien entendu, on connaît, vous évoquez le fait que dans cette histoire ouverte des savoirs, on peut inclure les savoirs les plus aberrants, comme les théories raciales ou racistes, et qu'elles sont un objet scientifique d'analyse, un objet historiographique. Mais on peut le voir dans des modalités plus subtiles, par exemple celles qui font de la métrologie, analysée par Simon Schaeffer, un instrument de l'impérialisme, puis c'est une des conditions de possibilité de l'exercice de la domination, ou tout le savoir que vous évoquez souvent sur les maladies, épidémies, biologiques, qui, dit Ilana Lovi, est une forme spécifique d'intervention politique. Donc ce rapport reste fort. On peut dire qu'il naît dans la première moment des découvertes de la colonisation, qu'il est central dans l'analyse des rapports avec l'impérialisme. Et alors, du coup, est-ce qu'au XXe siècle, quelque chose bascule dans ce rapport? On ne peut plus le prolonger de la même manière. C'est-à-dire cette forme en gros, ce qu'on vient de dire là, c'est d'appeler à maintenir dans la plupart des situations, même celles où il peut y avoir une production conjointe de savoir, des situations de déséquilibre, d'asymétrie, de domination. Et que parfois, l'engouement pour les circulations et les métissages fait oublier. Ça, c'est un point qui me semble très fort dans le livre. Et du coup, faire de la mondialisation ou de la globalisation quelque chose qui est complexe dans sa dimension. Mais est-ce que ce modèle-là, Dominique Pes, vous pensez qu'on peut le prolonger sur le XXe siècle, ou vous avez suggéré qu'il y avait d'autres modalités, d'autres modes qui ne gomment pas les dominations, mais qui peuvent peut-être opérer différemment? Je pense que les champs d'asymétrie à partir de 1945 en tous les cas, et à partir de 1914 en large part, sont beaucoup plus structurants. Nous avons dit que c'est une des thèses que nous développons avec Christophe Bonneuil dans notre introduction. Ce qui est frappant, c'est que, après ce que Kapil nous a dit de l'Amérique du Nord au XIXe siècle, c'est que en l'espace de 50 ans, soudainement, ce pays est devenu la tête du Nord. Il est devenu ce siècle que nous analysons, nous l'avons qualifié de siècle américain. Alors, américain, c'est ambigu, parce qu'on pourrait penser que ça concerne l'Amérique latine. Non, nous voulons dire par là nord-américain, nous voulons dire états-unien. Mais ça, cette asymétrie est extrêmement présente. Sur les affaires de métissage et autres, c'est intéressant, c'est que je pense que les modernistes et largement les 19e ont beaucoup utilisé ces notions. Sur les historiens du XXe siècle, c'est moins présent, pour les raisons que je viens de dire. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de métissage. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais chez nous, ils sont tellement pris, à la différence de ce qu'on voit pour l'époque moderne, par exemple, dans des champs extrêmement puissants de pouvoir, que, oui, certes, ça métisse, mais bon, on a envie d'insister quand même sur le fait que le biais est fort, qu'on n'est pas vraiment dans un échange très égal, on va dire. Et donc, ça, on essaye c'est-à-dire, pour nous, par exemple, nous avons souhaité que dans les 3 volumes, il y ait toujours une dernière section qui parle des sciences comme moyen du gouvernement. Bon, ce qui est une formule générale, il s'agit bien comme moyen de conduire la conduite des autres, aurait dit Foucault dans cette maison. Donc, c'est évident que ça se trouve à l'époque moderne, c'est évident que ça se trouve au 19e. Mais s'il y a un moment où c'est particulièrement évident, c'est au 20e siècle. Et pour nous, alors là, comment nous gérons le système Terre ? Comment nous gérons le développement ? Comment nous gérons les risques ? Comment nous gérons les produits toxiques ? Ce sont des questions absolument monumentales qui, au XXe siècle, la gestion des sciences devient très très largement quelque chose qui va dans 2 directions. C'est une gestion publique de la promesse, c'est-à-dire on vous promet le paradis. La science, et là nous sommes bien d'accord pour rejoindre le tout début de notre discussion, elle est au singulier, elle est une entité divine quasiment, elle avance et elle vous amène au bonheur, elle vous amène, il n'y aura plus de cancer, c'est-à-dire c'est une promesse continue,
Et d'un autre côté, parce qu'elle génère, via les technologies mises en œuvre indirectement par les mondes économiques, les mondes politiques, elle génère un nombre de dégâts considérables, elle est en même temps, elle se positionne comme étant celle qui va aussi apporter la réponse aux dégâts qui sont produits. Donc pour nous, ce genre de question a beaucoup plus d'importance que celle que décrit Kapil ou qu'on avait dans la première partie. Mais Kapil-Raj, on va rester sur le XXe siècle, mais tout de même, ce que vient de signaler Dominique Pestre, on a des indications de cette inquiétude. Et je pense qu'un secteur original, nouveau de l'histoire des sciences, on va dire dans l'ancien régime des savoirs ou même le XIXe siècle, c'est cette conscience différentielle de l'environnement. Et je pense que c'est une contribution tout à fait originale parce qu'on peut y voir à la fois une sorte de préfiguration de ce qui est dominant au XXe siècle et peut-être aussi un des lieux où se fait le partage. Il y a peut-être plus de grands partages, mais par exemple sur l'Amérique du Nord, Indiens et colons n'ont pas tout à fait la même vision sur les ressources et sur l'environnement. Ah oui, oui, ils n'ont pas les mêmes ressources, mais déjà ici, il faut... Oui. Se rappeler, il y a un chapitre sur la question de l'environnement et déjà les inquiétudes qui commencent à se produire, mais le 19e est quand même un siècle qui est marqué par ces inquiétudes déjà dès le début. Dans la littérature, quand nous lisons, je l'ai dit dans l'introduction, je fais un petit clin d'œil au roman de Mary Shelley, au début du siècle, c'est-à-dire écrit sur le bord du lac Léman, pendant l'été de 1815, quand l'été ou l'année sans été, comme c'est appelé, parce qu'il y a une éruption volcanique qui se produit en Indonésie et qui obscurcit complètement le ciel de l'Europe et de l'Amérique du Nord. C'est-à-dire que c'est déjà un phénomène en soi mondial et qui rappelle aux gens la pollution des villes. Et surtout les romantiques qui fuient cette pollution. C'est Mary Shelley, c'est Byron, c'est Shelley lui-même qui vont vers le paradis, le Suisse, pour s'échapper à ça, et même là, ils sont complètement pris. Et c'est dans une mondialisation qu'elle construit ce monstre de Frankenstein. Et donc ce volume ouvre vers ces inquiétudes générées pendant cette période. Mais alors peut-être, Dominique Pestre, une des raisons pour lesquelles elles deviennent si obsessives, omniprésentes, c'est un autre trait que vous marquez sur ce siècle des technosciences, c'est-à-dire la multiplication de ce que vous appelez des espaces de savoir, qui peuvent être la multiplication des agents et des institutions de savoir. Et l'on voit entrer dans l'idée qui clôt tous les volumes du gouvernement aussi une dimension qui est hors gouvernementale, comme on dit non gouvernementale, et qui est une démultiplication des acteurs qui peut démultiplier à la fois ce que vous décrivez comme des rêves de résolution scientifique de tous les problèmes humains, mais aussi de multiplier les lieux et les formes dans lesquelles on exprime cette inquiétude. C'est un trait important pour vous, cette démultiplication des lieux de production, de discussion, de circulation de savoir et des agents. Oui, il y a d'abord quelque chose, avant de venir à ce point, il y a quelque chose qui s'enracine bien dans le second 19e siècle, qui est d'une part l'explosion des activités, je dirais, industrielles. Et ceci, c'est-à-dire en même temps, ce sont des lieux capitaux de la science. C'est-à-dire, je ne sais pas, en 1914, les laboratoires de AT&T, la grande entreprise de télécommunications, dans le New Jersey, à côté de New York, emploie plus de scientifiques et d'ingénieurs à ce moment-là que l'ensemble des universités américaines. Il faut avoir un ordre d'idée de ces grandeurs. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux partenaires qui sont apparus, qui non seulement produisent des savoirs dans les espaces industriels, mais qui en même temps sont très très liés à l'université et tirent la manière de procéder de l'université vers des questions particulières, mais en plus inondent le monde de produits aux effets
divers, on va dire. D'accord ? C'est la même chose au niveau des appareils d'État. N'oublions pas qu'avec la guerre de 14, les États se mettent à exploser en taille. L'impôt devient une norme. Avant, il n'y a pas forcément cet impôt. Donc, vous avez des lieux de fabrication de savoir qui ne sont plus l'université. L'université est toujours là. Elle est devenue extrêmement minoritaire quant à la quantité d'espace dans lequel des savoirs se produisent. Ça, c'est le premier point. Mais comme cette industrie, et que ce siècle est un siècle quand même des guerres, enfin c'est comme ça, on peut aussi, peut-être que tous les siècles sont des siècles de guerre, mais celui-ci quand même, il a quand même un certain nombre de propriétés, bon voilà, extrêmement fortes, depuis les guerres symétriques jusqu'aux guerres asymétriques, et qui sont continues. Pour la guerre, et notamment pour la Première Guerre mondiale, comme pour la guerre froide et la Seconde Guerre qui dure en guerre froide, la production industrielle atteint des sommets dans les années 40, 50, 60, inconnus, c'est-à-dire on est dans des échelles de production et des échelles de production de dégâts qui sont considérables. Donc ceci amène dans les années 60 effectivement à une réorientation, à une reconfiguration de la manière dont les populations, via leurs associations, réagissent. Les associations ne sont pas créées, nous le savons bien, l'histoire des associations c'est une très vieille histoire, mais il y a des formes nouvelles d'associations qui se mettent en place et qui sont largement gagées sur les dégâts du progrès, qui donc, à la fois, proposent des solutions, attaquent les sciences en tant qu'elles sont responsables ou co-responsables de ces dégâts et qu'elles ne savent pas qu'elles en sont responsables. Donc se met en place tout un autre monde, ce qu'on appelle, ce qui a été nommé société civile. Le terme est très complexe et je n'aime pas trop l'utiliser. Mais disons, ça se traduit par les ONG de développement, dans un premier temps, les ONG conservationnistes, les ONG qui travaillent sur les ressources au Sud, puis les ONG environnementales, comme Greenpeace, etc. Et puis surtout, un immense mouvement. Disons, 1970, The Earth Day, qui a lieu à New York, mobilise des millions de personnes en 1970. Donc, et c'est un mouvement... Et je pense que la chose intéressante sur laquelle nous insistons, c'est que toute cette prolifération n'est pas indépendante des sciences. Il serait illusoire de penser que c'est anti-science ou que c'est pro-science. Ce n'est pas anti-science dans le sens où la plupart de ces organisations sont remplies de scientifiques. D'abord, sociologiquement, faites une sociologie de ces organisations, ce sont des scientifiques. La journée, ils sont au laboratoire et le soir, ils sont à Greenpeace. Et c'est pas contradictoire pour eux. Donc, ils sont pas anti-scientifiques. Ils demandent que la science soit consciente de ce qu'elle fait et des dégâts qu'elle produit. Donc, dans ce sens, ces ONG sont pour nous tout ce qui relève de l'alerte. Tout ce qui relève de l'alerte ou de l'environnement, soyons clairs, a été fait par des scientifiques dans des ONG avant qu'ils le fassent dans l'institution science elle-même. Vous comprenez ? Là, on rejoint notre débat initial sous un autre angle des sciences et savoirs. Oui, ce sont des sciences et ce sont des savoirs. Et en même temps, ce sont des savoirs qui contestent les sciences et des savoirs qui en appellent aux sciences. C'est ça qui nous semble intéressant dans cette période qui va des années 60, le dernier demi-siècle, quoi. Un des traits que vous isolez aussi, c'est d'ailleurs le 10e trait caractéristique du siècle, je renvoie les auditeurs à leur lecture des 9 autres, on en a évoqué en passant, c'est le suivant. Le XXe siècle est le siècle du monde terrestre enfin quadrillé, de la Terre finie et inventoriée par l'ensemble des sciences. Le moment terminal des globalisations couvre le XVe siècle. Donc vous concluez avec ce trait. Qu'est-ce que vous voulez indiquer par là ? L'idée que la globalisation a atteint son extrême limite ? Si mon souvenir est bon, il y a un tiret à la fin de la phrase que vous venez de lire et qui dit « c'est du moins ce que disent ». Je me demande si je n'ai pas ajouté une petite incise comme ça. C'est-à-dire, je ne parle pas en mon nom. Je dis « il y a une… » Il me semble, hein, mais bon, c'est pas très grave. Ce que je veux dire, c'est que… Du moins, est-ce le récit que les élites du Nord se font de leurs 5 derniers siècles de conquête et de découverte. Voilà, donc c'était… Alors, on retrouve la question des guillemets que nous avons discuté en dehors. Est-ce que cet énoncé sur la fin de la globalisation, vous le mettez entre guillemets parce que vous l'attribuez à une doxa, à des acteurs, ou finalement, d'une certaine manière, si vous faites cela, quelle est la vision alternative que ce 3e volume proposerait ? Alors, non, ce que je veux dire, c'est que effectivement, il s'agit bien, je renvoie à toute une…
à toute une série de discours. Le discours de l'après-guerre, moi qui suis plutôt un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, c'est rempli de discours comme ça. Donc c'est pour ça que je sais, c'est comme ça qu'au Nord, ils se racontent leur histoire. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Maintenant, ce qui, moi, m'intéresse descriptivement, si je me mets un peu à l'extérieur, je dirais, au début du siècle, on est en Antarctique, d'accord ? C'est à peu près le dernier territoire encore, entre guillemets, vierge. Voilà. Donc, d'une certaine façon, et à partir de ce moment-là, et ça se voit dans la géographie, dans les textes de géographie, on a fait le tour. Il y a un sentiment que, cette fois, nous habitons bien toute la Terre. Hein ? Bon, voilà. Bon, c'est du moins ce que disent les géographes, par exemple. Voilà. Donc, alors, c'est à mon avis renforcé. Le point qui m'intéresse surtout, c'est renforcé par la guerre froide. Parce que qu'est-ce que c'est la Seconde Guerre mondiale ? C'est la première guerre. Capil nous a expliqué que la guerre vers 1770 était déjà une première guerre mondiale. Oui. Mais la Seconde Guerre mondiale, elle est une guerre qui se mène stratégiquement avec un centre capable d'intervenir partout sur le monde. Ça fait quand même une énorme différence. Et c'est ça qui est l'image du second XXe siècle. C'est qu'il y a un centre, peut-être des centres, mais il y en a au moins un, qui est capable d'être partout sur la planète et qui, lui, le tient. Mais tient tout. C'est-à-dire que on fait de l'océanographie, c'est une science extrêmement importante après la Seconde Guerre mondiale. Mais elle est financée par qui ? Entièrement par les militaires. Pourquoi ? Parce que l'océanographie va vous permettre de savoir où disposer vos sous-marins nucléaires pour qu'ils ne soient pas détectables, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il y a une passion des militaires pour l'atmosphère ? Ben parce qu'ils y envoient des missiles balistiques, etc., qu'ils pensent qu'ils vont changer les climats, qu'ils pensent que la guerre peut être une guerre climatique, qu'on peut déclencher des pluies torrentielles sur l'ennemi pour l'empêcher de se déplacer. Et on va le tester. Nous savons bien que ça a été testé. Donc, si vous voulez, ce que nous voulons dire par là, c'est que on est d'une certaine façon, je suis d'accord, dans peut-être pas une phase terminale, en tous les cas, une nouvelle phase de la gestion du global. Et cette fois, il y a bien une notion qui émerge. Le global, il émerge en deux temps. Il y a ce qu'on va appeler la globalisation économique et financière. Ça, c'est un vocabulaire qui apparaît à la fin des années 1980. Il y a une évidence que dorénavant, le monde est global, dans ce sens. Mais les militaires ont fait émerger un sens de global avant. En 1960-70, ils sont en train de construire numériquement dans leurs ordinateurs le monde global, qui est la source aujourd'hui des analyses du changement climatique par le GIEC et l'IPCC. Donc voilà, c'est en ce sens-là que nous avons bien, dans ce second XXe siècle, un autre global. Une question, Capillarage, peut-être pour terminer. Si ces 3 volumes avaient été faits, disons, en Inde, avec des auteurs qui, plus nombreux que ceux d'ici, appartiennent à ce monde de culture, de savoir, est-ce que le contenu serait le même ou est-ce qu'il y aurait de grandes différences ? On voit que c'est l'illustration là, de notre discussion, c'est-à-dire, est-ce que ce serait avec d'autres auteurs, mais finalement les mêmes contenus, les mêmes thématiques, les mêmes lieux de travail, ou est-ce que le fait que ce soit dans un de ces territoires qui étaient non européens durant de millénaires, on aurait des volumes très différents ? Oui, on aurait des volumes très différents. On aurait des volumes qui ressembleraient beaucoup plus aux 7 volumes aux 7 tomes avec des volumes encore plus de Needham. C'est-à-dire quelque chose qui, même aujourd'hui, serait une tentative de montrer le génie de la science indienne. Précoloniale, exactement, millénaire. Et d'ailleurs, on a eu plusieurs tentatives, et même aujourd'hui, le débat en Inde n'est pas le débat de la globalisation, mais plutôt une façon, en fait, d'imposer la validité des sciences millénaires. Mais il y aurait aussi une partie qui parlerait de la science occidentale et de la manière dont elle est, pour dénoncer sa place
et ses liens avec l'État. Justement, ce serait dénonciateur par rapport au volume 3, surtout, même au volume 2. C'est-à-dire que, bon, il y a justement Gyan Prakash qui a écrit un livre qui s'appelle Another Reason, dans lequel, justement, d'abord, il dit qu'il y a une autre façon épistémologique et organisationnelle de la science indienne, mais il y a en fait la grosse trahison de la classe politique et les élites indiennes, c'était d'épouser l'épistémologie européenne pour dominer le pays de la même manière que les Européens l'ont fait avant. Un dernier mot, oui, Dominique Pestre. Disons, je n'ai pas d'avis aussi tranché que Kapil, je ne sais pas, lui il connaît ça beaucoup mieux que moi, mais je renvoie les lecteurs au chapitre que nous avons commandé à Viswanathan pour parler de l'Inde dans le volume 3. Parce que c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est un des... Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, il a fait des choses extraordinaires, mais en fait, il nous a remis un chapitre qui nous a, au début, un petit peu décontenancé, nous ne savions pas très bien quoi en faire. Et en fait, il a toute une première partie où il revient sur la gamme des savoirs millénaires, comme tu dis. Alors, il n'emploie pas ce terme, et il trouverait ça un peu méchant de l'employer, mais bon, il y a quelque chose de cet ordre. Il montre l'extrême variété des savoirs qui étaient produits en Inde. Il y a tout un graphique qui explique avec 6 côtés ou 8 côtés les différentes positions qu'on peut avoir. Et ensuite, il explique que le développement, c'est une imposition venue du Nord, d'accord, qu'il faut dénoncer, et qu'en conséquence, il faut revenir au grassroots indien qui va produire des alternatives. Donc c'est intéressant parce que c'est exactement ce que Kapil vient de raconter. Bien, je rappelle donc que cette conversation avec Dominique Pestre et Kapil Raj était consacrée, fondée et inspirée par la publication des 3 volumes de l'Histoire des sciences et des savoirs sous la direction de Dominique Pestre, 3 volumes publiés par les éditions du Seuil.